Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut vraiment trouver le bonheur dans l'argent? C'est la grande question qui est au cœur de l'analyse qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va plonger dans une perspective bien particulière qui bouscule pas mal d'idées reçues. Et d'ailleurs, on commence direct avec une question qui est, on peut le dire, assez provocatrice. Elle est tirée de la source et elle donne le ton tout de suite. Qui a dit que le bonheur serait dans l'argent, à part les marxistes? C'est vraiment cette interrogation qui va servir de fil rouge. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour bien saisir l'argument, il faut d'abord regarder le point de départ de l'auteur, ce qu'il appelle la promesse égalitaire. Alors, selon l'auteur, tout part d'un sentiment d'exploitation. Une exploitation par ce qu'on appelle le capital. Et la conclusion qui en découle, pour les partisans de cette idée, c'est que le bonheur ne peut pas exister sans une égalité stricte des richesses. C'est ce postulat de base que notre source va maintenant s'atteler à déconstruire. Et c'est là que ça devient assez fin. L'auteur, tout en étant très critique de cette vision, il en reconnaît quand même la puissance d'attraction. En citant Clément Colson, il admet bien que les rêves de bonheur et de fraternité, si utopiques soient-ils, sont indéniables. Donc même en s'y opposant, il reconnaît la force de cet idéal. Maintenant, passons au cœur de la critique. L'auteur met le doigt sur ce qui lui semble être une contradiction fondamentale, une contradiction qui mènerait à une frustration permanente. Bon, le point central, il est là. D'un côté, l'objectif qui est affiché, c'est de se battre contre le matérialisme. Mais de l'autre côté, les revendications sont, d'après l'auteur, purement matérielles. On parle d'exigences concrètes, chiffrées, d'argent, d'avantages. C'est cette tension qui est vraiment au centre de l'analyse. Et concrètement, de quelles revendications on parle? Eh bien, l'auteur en liste plusieurs. Le salaire minimum, bien sûr, le fait de taxer les riches, la retraite, tous ces fameux droits à. Pour lui, le constat est sans appel. Ce sont toutes des demandes matérialistes et ça entre en contradiction totale avec un discours qui, à la base, se veut antimatérialiste. Et la conséquence de tout ça, c'est une sorte de course sans fin qui mène à un état de frustration permanent. D'après l'auteur, en réclamant de l'argent pour soi-disant s'échapper du système, on ne ferait que renforcer sa dépendance à cet argent. C'est une boucle, un cercle vicieux dont il serait impossible de s'extraire. Pour appuyer ce scepticisme, l'auteur s'appuie sur une citation assez cinglante de Gustave Le Bon qui écrivait que la force du socialisme est d'être défendu par des esprits ignorant assez les réalités des choses pour oser promettre hardiment à l'homme le bonheur. Attention, là l'argument monte encore d'un cran. On quitte la critique logique pour passer à une affirmation morale beaucoup plus forte qu'on pourrait résumer par l'expression bien connue « l'impôt, c'est du vol ». Pour bien comprendre l'idée, l'auteur utilise un mot bien précis, la spoliation. La définition est simple, c'est l'action de prendre des biens par la force, du pillage en somme. C'est avec cette grille de lecture qu'il va aborder la question de l'impôt. Voici donc l'idée maîtresse. Pour l'auteur, lorsque le marxiste exploité se sert de l'impôt comme d'un outil pour se libérer, il devient lui-même l'auteur d'une spoliation. De ce point de vue, le remède serait en fait pire que le mal. Et pour vraiment enfoncer le clou, l'auteur sort une citation encore plus radicale de Christian Michel. Les hommes de l'État n'ont d'autre fonction que la légalisation du vol. Là, il n'y a plus aucune nuance. L'État lui-même est présenté comme un instrument de vol légalisé. D'ailleurs, pour synthétiser cette idée de manière presque virale, la source utilise un mème. L'image, souvent employée pour se moquer des explications trop simplistes, sert ici à dire que l'impôt est présenté comme une solution hyper complexe à la pauvreté, alors qu'en réalité, ce ne serait qu'un simple transfert forcé de richesse. C'est du moins la vision de l'auteur. Bon, après cette critique assez virulente, quelle est l'alternative qui est proposée? On passe maintenant à la vision que défend l'auteur, la liberté fera le reste. Tiens, on retrouve l'image du début, sauf que maintenant, on comprend beaucoup mieux ce qu'elle signifie dans l'argumentaire. Pour l'auteur, cette scène de village, plein de vie, en fête, c'est le modèle d'un autre type de bonheur, un bonheur qui ne vient pas d'en haut, qui n'est pas planifié. Le contraste est vraiment voulu. D'un côté, l'image d'une société diverse, colorée, presque un peu chaotique, mais terriblement vivante. Et de l'autre, la vision d'un monde uniforme, gris, un peu sans âme. Pour l'auteur, le choix fondamental est là. La liberté, disons, organique contre l'égalité forcée. Le message central est donc que le vrai bonheur, il ne se décrète pas, il émerge de la liberté de chacun. Le texte se termine d'ailleurs sur cette phrase, comme un slogan. Faisons la liberté fera le reste. Voilà la solution proposée. Au final, toute cette analyse nous ramène à une question morale fondamentale, qui est posée par l'auteur. Le bonheur des uns peut-il vraiment justifier le sacrifice des autres? C'est une question vertigineuse et qui, bien sûr, reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.